Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une boss lady de 24 ans. Alors ça, j'aime. Oui, 24 ans. Et déjà, chef d'entreprise depuis 2 ans. Elle qui pourtant ne vient pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Elle incarne cette jeunesse débrouillarde et ambitieuse, des valeurs qu'il faut avoir en soi lorsqu'on est artiste et qu'on se lance dans les castings. J'ai eu envie de la recevoir car au fil de nos interviews, je remarque que nos invités répètent ô combien les réseaux sociaux sont importants. Les directeurs de casting insistent sur le côté professionnel, tandis que d'autres prônent les artistes qui parlent d'analyse, d'algorithmes, de trends, de tendances. Vous m'avez perdu. Enfin bref, il y a une méthode. Laurine vous la donne dans son livre « Faites de vos réseaux sociaux une machine à cash ». Je suis sûre que ça va vous intéresser, ça. Faites de vos réseaux une machine à cash. Un livre édité chez First. Il y a du cash à se faire grâce aux réseaux sociaux, grâce à son talent, son travail. On va en parler avec cette business coach Laurine Bémer. Je vais lui poser toutes les questions pour que vous puissiez, vous aussi, vous développer sur les réseaux sociaux et savoir si vraiment on peut faire du cash. Coach Laurine, bonjour. Hello Soledad, merci pour cette entrée en matière, ça me fait plaisir. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pourtant en cette année 2024 ? Cette année 2024, c'est probablement cette année-là où je suis le plus moi-même, parce que quand je me suis lancée, je me suis beaucoup cherchée. Et au final, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai rencontré aussi mon amie Alice il y a 1 an maintenant, qui m'a donné énormément, qui m'a fait comprendre énormément de choses et qui m'a fait grandir. Et du coup, cette année 2024, je l'ai vraiment dédiée à moi, à mon développement et à mon réseau. Et donc, je deviens Alice, cat designer qu'on a reçue sur ce podcast, qui est une femme qui incarne le coaching et l'élévation de soi. L'élévation de soi, toi, tu as eu besoin d'être accompagnée, tu as eu une enfance un peu compliquée, tu as grandi à Montpellier, tu as été ballottée à partir de tes 3 ans avec des gardes alternés. Tu nous en parles un peu. Maman était caissière. Elle a ensuite repris des études pour travailler à l'hôpital, donc un exemple de femme forte et de résilience. Raconte-nous, tu avais des frères et sœurs ? Je suis fille unique, j'ai pas de frères et sœurs, donc j'ai toujours dû me débrouiller un petit peu toute seule. Je jouais toute seule ou j'allais chercher les voisins, les voisines, mais c'est pas vraiment quelque chose qui m'a dérangée. Moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que ma maman était assez peu présente au début quand elle m'élevait, parce qu'elle travaillait énormément. Elle était séparée de mon papa, elle devait beaucoup, beaucoup m'assumer, et du coup, elle était obligée de travailler plus. Et mon père, je le voyais aussi de temps en temps, le week-end, ça a toujours été un papa très aimant, il était là pour moi, il faisait du mieux qu'il pouvait aussi. Donc on n'a pas été élevés on n'a jamais été riches, mais par contre, on a été... Moi, j'ai jamais manqué de rien, jamais manqué d'amour. J'étais pas une enfant en demande. Donc, cette garde alternée et cette séparation, finalement, ne t'a pas causé des traumas ou... Je pense que si, à l'école, quand même, je me cherchais beaucoup. J'avais pas eu je savais pas pourquoi mes parents s'étaient séparés. Je m'en souviens comme si c'était hier, et pourtant, j'avais 3 ans. J'ai tout en tête. Je me souviens exactement des détails de l'aspirateur qu'il y avait dans le coin au moment où il y a la dispute qui a éclaté, où mon papa est parti de la maison. C'était très douloureux pour moi. J'ai jamais compris pourquoi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été une enfant qui était un peu difficile à vivre. Ma mère, elle était en permanence dans le bureau du directeur parce que je faisais des bêtises, parce que je pense que je voulais aussi avoir cette reconnaissance, cette attention autour de moi que je ne pouvais pas avoir à la maison, puisque j'étais entre mes 2 parents qui travaillaient beaucoup, qui m'aimaient beaucoup, mais
des fois qui étaient peu présents ou présents comme ils pouvaient l'être. Beaucoup de solitude. Et en Ouais, même temps, je me être sentais fille seule. unique, on développe une certaine imagination. Hein. Oui, On se beaucoup. crée un monde à soi et on arrive à vivre seul avec Tout à soi-même. fait. C'est pas tout le monde. Tu es donc fille unique, solitaire, mais très pipelette et tu faisais beaucoup de bêtises à l'école. Ouais. Tu te faisais remarquer? Tout le temps. Dans mes carnets ou dans les relevés de notes, il y avait toujours trop de bavardage. On essayait de me mettre au fond de la classe à côté de personne parce que sinon je dérangeais aussi les autres élèves. Mais j'avais ce besoin tout le temps de vouloir créer du lien avec les autres, de vouloir parler. Je pense que j'avais besoin aussi de beaucoup de reconnaissance et de me sortir de la solitude. Quand j'étais à l'école, j'étais plus toute seule chez moi à me demander ce que j'allais bien pouvoir faire du week-end. Et j'étais entourée de plein d'enfants qui avaient aussi plein d'idées comme moi et je trouvais ça génial. Donc j'avais envie de parler à tout le monde et ça a duré jusqu'à mes 14, 15, 16 ans. Jusqu'à ce que je mûrisse un petit peu, quoi, quand même. En fait, tu étais pleine de vie. Ouais. Un peu agitée. Un peu trop, même. Hein. Trop de vie, avec beaucoup d'envie. Tu jouais le ukulélé, le piano. C'est pas rien tout ça. En autodidacte, le ukulélé. Tu peux nous dire comment tu as découvert le ukulélé? Parce que c'est plutôt rare, cette petite guitare. Comment tu l'as découverte? J'ai découvert d'abord la guitare avant le ukulélé à mes 9 ans. C'est mon papa qui jouait de la guitare. En fait, du côté de mon papa, on est très dans l'artistique. Il y a des musiciens, il y a des comédiens. Ma tante faisait du cinéma. Cinéma, chanson, théâtre. C'est ça. Des chanteurs, comédie des musicale, ouais. J'ai toujours baigné dans ce milieu-là, du côté de mon papa. Et en fait, il m'a appris la guitare à 9 ans. En fait, il m'a appris mes 4 premiers accords. Donc, j'ai essayé. Voilà, j'avais une guitare qui était bien plus grosse que moi, bien plus grande que moi. J'ai quand même essayé. Ça m'a beaucoup plu. Et puis après, j'ai appris toute seule. Je regardais des tutos sur YouTube. Et le métier artistique, ça t'a intéressé à un moment? Tu t'es dit pourquoi pas? Ouais. J'ai voulu être chanteuse. Quand encore j'étais une jeune. chanteuse. J'ai voulu. Alors, c'est-à-dire, t'as fait quoi? T'as passé des castings? T'as enregistré des sons? Pas du tout. En fait, c'était un rêve. C'était mon plus grand rêve. C'est-à-dire, je passais toutes mes journées à chanter dans ma chambre. J'écrivais des textes. C'était des textes. Qui étaient tes références, tes icônes, celles qui t'inspiraient? J'aimais bien Alain Souchon. C'est la première. Wow. Sentimentale, c'est la première chanson que j'ai appris à la guitare. J'aimais beaucoup Francis Cabrel. Mon papa, il m'a bercé au Francis Cabrel. Jamiroquai aussi. Bon, ça n'a rien à voir avec la guitare, etc. Mais c'était quand même c'est quand même un monument de la musique. Donc j'ai commencé avec la guitare à 9 ans et puis j'ai enchaîné sur le ukulélé assez facilement. Je me suis dit, bon, il y a 4 cordes, c'est juste un peu moins qu'une guitare. Et puis après, j'ai commencé du piano beaucoup plus tard, mais toujours en autodidacte. Apprentissage par cœur et j'ai jamais appris de solfège, jamais pris de cours de chant. On n'avait pas trop les moyens. Beaucoup de facilité aussi du coup, non? Ouais. Et d'adaptabilité, parce que si tu fait. n'avais pas beaucoup de moyens, c'est que tu t'adaptes. Exactement. Une scolarité plutôt classique. T'as ton bac en poche. J'ai un bac L. J'ai lu que tu voulais être traductrice et que tu adores parler l'anglais et voyager. Oui. Encore une littéraire. Mais qu'est-ce qui se passe? À quel moment tu deviens business coach? Comment tu as découvert ce métier? Qu'est-ce qui s'est passé après le bac? Justement, après le bac, je pars en commerce international puisque je veux être traductrice ou commerciale. À ce moment-là, voilà, mes idées, elles sont dans ces eaux-là. Et en très tourné business. Ouais, très tourné business, toujours. Okay. Voilà, mais j'aime ça en fait. Je me dis commerce international. Moi, je veux parler anglais dans mon travail. J'adore ça. C'est vraiment une langue que voilà, je maîtrise sur le bout des doigts. J'ai eu la chance de pouvoir voyager parce que j'étais fille unique et que justement ma maman a fait en sorte que je puisse voyager. Donc, je suis allée 6 ou 7 fois à Londres. Je suis allée aux États-Unis. Enfin voilà, j'ai vraiment découvert le monde et c'était cool. Et donc, je pars en commerce international. Et pendant ma 4e année, donc mon Master 1, j'ai un garçon dans ma classe qui me dit, bah voilà, j'ai peut-être une opportunité business pour toi. Au début, bon voilà, ça s'appelle le marketing de réseau. Donc, je tombe dans ce truc du marketing de réseau où je me plais pas forcément, mais ça me fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas, c'est-à-dire gérer mon temps comme je veux et
je me rends compte qu'en me formant, je peux avoir des compétences que je peux monétiser par la suite. Mais c'est fou parce que là, tu as quoi, 18-19 ans? Là, là, je suis en Master 1, donc j'ai 21 ans à peu près. Okay. Ouais, j'ai 21 ans. Et quel rapport tu avais avec les réseaux sociaux? Tu étais déjà présente sur les réseaux sociaux? Mais je postais rien sur les réseaux sociaux. Tu n'avais pas d'Instagram, de Facebook? J'avais un Instagram avec mes copains, copines, mais je postais jamais rien. Vraiment, c'était pas une faculté, c'était pas inné chez moi. Okay. J'ai vraiment dû apprendre sur le tas par la suite. Donc, là, ce qui retient ton attention dans ce que te décrit ce garçon, c'est la liberté. Ouais, exactement. La liberté et gagner de l'argent. Tout à fait. Okay. Et gagner de l'argent, surtout, est quelque chose que j'aime faire. Parce que quand on gagne de l'argent avec quelque chose qu'on n'aime pas faire, ça devient une contrainte en fait. On va au travail par contrainte. Même si on est à son compte, qu'on est soi-disant libre. Moi, je voulais faire quelque chose où ça ne me dérange pas de travailler 24, 7 jours sur 7 à partir du moment où ce que je fais, ça me passionne. Et quand on est passionné et omnibulé par son résultat, par ce qu'on fait, on n'a plus jamais l'impression d'être au travail en fait. Et là, tu entends parler de business coach? C'est le mot? Pas encore, j'entends pas encore parler de business coach. C'est marketing. Qu'est-ce que tu marketing nous as dit? de réseau, marketing relationnel. Marketing relationnel. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est créer son équipe pour pouvoir. Tu peux avoir Tupperware. C'est du marketing de réseau, Tupperware. Thermomix, c'est du marketing de réseau. C'est par exemple, tu vois, ces niches-là. Et tant d'autres. Il y a une marque de cosmétiques actuellement qui me sollicite énormément, et c'est une marque américaine et pyramidale en fait. Oui, entre autres c'est ça. Et c'est ça qui m'a pas vraiment plu en fait dans ce milieu-là. Mais force est de constater que c'est quand même ma première expérience et que c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé plein de choses. Et donc là, je mets un pied un petit peu dans entre guillemets l'entrepreneuriat. J'étais pas encore entrepreneur, mais je mets un pied et je me dis ok, c'est pas ça que je veux faire, mais je sais que je veux faire quelque chose dans l'entrepreneuriat. Et je me dis, je sais pas où je vais. Mais allez, je monte ma boîte et puis advienne que pourra. Et j'étais encore à l'école à ce moment-là. Incroyable. Voilà. Encore une femme audacieuse. Je me suis dit, on verra. Demain est un autre jour. Donc tu montes quoi comme boîte? Je monte une boîte où je me dis, ce que je veux faire, c'est écrire les pages de vente de mes clients. Par exemple, un client qui va vouloir vendre une chaussure. Bon, si sur sa page de vente, il y a écrit je fais des super chaussures en cuir, achetez-les-moi, elles sont géniales. Je suis pas sûre que ça convertisse vraiment les gens en clients. Moi, mon but en tant que copywriter, donc l'art de vendre avec les mots, c'est d'embellir cette page de vente et de faire en sorte que les gens qui arrivent sur cette page pour acheter cette chaussure, par exemple, ils passent à l'action et ils achètent plus. Et donc, je me forme au copywriting, je monte cette boîte-là, mais vraiment sur un coup de tête. Enfin, je le fais comme ça, quoi. Et je trouve mon premier client au bout de 1 mois. Je passe du temps à faire mon site, etc. Des trucs qui servent à rien, puisqu'au début, on n'a pas besoin de site, on n'a pas besoin de logo, on n'a pas besoin de tout ça. Et je trouve mon client au bout d'1 mois. Et comment je le trouve? C'est parce que je publie sur LinkedIn depuis le début. Tous les jours, je publie sur LinkedIn, ce réseau social un peu oublié de tout le monde, où on se dit c'est un réseau où on met le CV, où on a des stages. Et bien pas du tout. Il y a un côté créateur de contenu. Et c'est là que ça me booste. Et je prends... Tu parles d'il y a combien d'années? Ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans, donc c'était en 2022. Tu sais pourquoi je tenais vraiment, vraiment, vraiment à te recevoir? Parce que sur Casting Call, on reçoit beaucoup d'artistes, des célébrités, Anthony Delon, Clarisse Fontaine, Joey Starr et tant d'autres. Et à travers les interviews, on découvre la magie de la vie. La magie de la vie qui est le travail, les rencontres, l'ambition, l'envie de devenir un artiste. Et en coaching, quand je reçois les artistes qui nous écoutent, je leur explique toujours qu'il est fondamental de communiquer à travers les réseaux sociaux et de communiquer d'une seule et même manière. Le métier d'influenceuse existe-t-il vraiment? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de la place pour ces artistes qui vont décrocher peut-être un contrat grâce à Instagram, et je voulais que tu nous expliques si vraiment aujourd'hui on peut développer encore sa notoriété et si vraiment il y a de l'argent à se faire. Donc la première question, c'est pour tous ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont chanteurs, danseurs, celles qui veulent devenir coach, celles qui veulent développer une clientèle et faire connaître leur travail, leur métier, qui ils sont, par quoi ça commence? Eh ben,
Si tu es dans le milieu artistique, moi, mon premier conseil, c'est vraiment d'aller sur des réseaux où tu es plutôt sur Instagram et TikTok, où tu vas pouvoir faire de la vidéo, plus du visuel, plutôt que LinkedIn, qui est beaucoup plus corporate et qu'on va mettre de côté pour l'instant. Je pense que ce qui fait que tu vas pouvoir te créer ce public-là, créer ton autorité, parce qu'avoir des abonnés sur les réseaux sociaux, c'est pas juste pour frimer et dire j'ai des abonnés, c'est pour montrer que ce que tu fais, ça intéresse des gens. Plus les gens sont intéressés, plus ils s'abonnent. Donc par conséquent, on voit qu'il y a un marché, on voit qu'il y a de la demande. Et ça ne te rend que plus autoritaire auprès des maisons de disques, auprès des émissions que tu vas pouvoir faire, des podcasts dans lesquels tu vas pouvoir passer, etc. La chose qu'il faut comprendre, c'est que les artistes sont très bons dans ce qu'ils font, mais évidemment, dans le marketing, ils sont peut-être un peu moins bons puisque c'est pas du tout leur domaine de prédilection. Le truc qui marche très très bien, c'est qu'on a arrêté des Dr Yaro, des Sarah Schwab sur les réseaux sociaux qui se démarquent énormément. Dr Yaro, par exemple, il a créé un son et il a fait chanter Maître Gims, NASA, SCH... sur ses sons avec l'intelligence artificielle. Donc le mec est super smart, il a utilisé un sujet tendance d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et il a fait chanter des gros chanteurs connus sur ses propres sons à lui, sans qu'il se déplace, sans même que les chanteurs sachent, tu vois. Et ensuite, par conséquent, voilà, ça a fait que augmenter, ça a explosé, et tous les chanteurs ont validé ses sons, et maintenant il a presque 1 million d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Et pourtant, le mec, en fait, à la base, il fait des sons, en fait. Sarah, elle est plus elle fait des imitations. Mais bon, ça, il faut quand même avoir un don. Sarah, on l'a reçue sur Casting Call et elle nous a raconté comment incroyable. Patrick Sébastien l'a repéré grâce à ses vidéos sur les réseaux sociaux et comment sa carrière a démarré. On a reçu Kéredine Soltani également, qui est cet auteur, producteur de musique, qui nous racontait qu'à l'époque, il fallait écrire ses chansons, les chanter et puis envoyer aux maisons de disques. Aujourd'hui, il faut tout faire soi-même et se faire connaître sur les réseaux sociaux. Mais tout ça est si vertigineux quand on ne connaît pas trop comme moi, où on se dit mais est-ce qu'il y a encore de la place ? Est-ce que tu parles de cette intelligence artificielle jusqu'où ? Est-ce que c'est vrai, pas vrai ? Comment on peut transformer les voix ? Y a-t-il dans cet univers de réseaux sociaux place à l'authenticité, à la réalité? Tout à fait. L'authenticité, c'est ce qui fait que les gens vont... c'est ce qui fait que ça va vendre. C'est ce qui fait que les gens vont venir t'écouter, s'abonner à toi. Maintenant, moi, ce que je conseille, c'est vraiment... Si tu fais comme tout le monde, évidemment, tu vas avoir du mal à créer ton chemin. Par contre, si tu trouves quelque chose, une singularité, quelque chose qui n'est vu nulle part. Par exemple, tu vas aller faire des micro-trottoirs, interviewer les gens, et d'un coup, tu vas te mettre à chanter ton nouveau single devant les gens, et tu prends leur réaction en live, par exemple. Si ça n'existe pas, que tu fais ce micro-trottoir pendant des mois et des mois et des mois, et qu'au bout d'un moment, tu inventes en fait un concept, et bien quand tu inventes, tu conceptualises quelque chose, les gens sont fans, et puis c'est comme ça que tu exploses. Sarah, elle n'a pas explosé du jour au lendemain. Dr Yaro, il n'a pas explosé du jour au lendemain. Jans, qui est un exemple tout à fait. extraordinaire pendant le Covid, on l'a reçu lui aussi sur ce podcast. Quelle intelligence. Oui. Mais c'est quelqu'un qui avait étudier l'algorithme. Tout à fait. C'est quelqu'un qui avait enquêté, recherché, comme je dis tout le temps. Faire du contenu prend un temps fou. Entre trouver les concepts, les préparer, le tournage, le montage, la publication, comment peut-on gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux? Sur TikTok, par exemple, comment ça marche? Si je suis chanteur et que je fais des covers, ou si je suis acteur, est-ce que je fais des vidéos acting? Je peux toucher de l'argent? Enfin, c'est quoi cette machine à cash? Tu m'as excitée. La machine à cash, en fait, elle vient... Quand tu dis oui, ça prend du temps de conceptualiser, de faire les vidéos, etc., justement, en fait, c'est de là que ça part. C'est-à-dire, plus tu es régulier, plus tu as des gens qui te regardent, parce que pour eux, c'est un rendez-vous, et par conséquent, ça te fait gagner de l'argent. Alors, comment ça fait gagner de l'argent ? Par les vues, en fait. Tu peux juste monétiser ton contenu sans demander 1 euro aux gens. C'est-à-dire, les gens qui regardent tes vidéos, fait que tu les fais rester sur la plateforme et TikTok te récompense en te disant « Ah, c'est gentil, tu fais rester les gens sur notre plateforme, ils voient nos pubs, nous, on se fait rémunérer par les annonceurs. Bon, on va te rendre quand même un petit peu la monnaie de ta pièce et on va te récompenser en te
donnant en fait ton argent. Donc tu peux faire, moi sur des TikTok, j'ai pu faire des 2000, 3000 euros certains mois, sans rien faire, sans faire de live, sans quoi que ce soit. C'était juste vraiment purement des vidéos qui étaient postées et que les gens regardaient gratuitement, totalement gratuitement. C'était du divertissement en fait. Aujourd'hui, tu gagnes ta vie grâce aux réseaux sociaux. Tout à fait, ouais. Je gagne ma vie grâce aux réseaux sociaux, d'une part parce que je peux monétiser mes réseaux sociaux, en plus parce que ça me permet, quand je vais faire par exemple une salle comme le Grand Rex, de dire que j'ai plus d'1 million d'abonnés sur mes réseaux sociaux, et donc ça me donne quand même de l'autorité et du poids et de la force. Donc ça, c'est une deuxième façon de monétiser. Et la troisième, c'est surtout que moi, mes clients me suivent et du coup achètent aussi mes cours en ligne, sont tenus au courant de quand j'ai un cours qui sort, un nouveau cours qui sort, ou que je fais un lancement, etc. Et qui sont prêts à acheter mes formations pour se former sur les réseaux sociaux, par exemple. Tu parles d'autorité. C'est la première fois que j'entends ce mot. C'est vrai ? Autorité. Ouais. Autorité sur les réseaux sociaux. Tu vois, j'aurais plus pensé à influence ou... Toi, tu parles d'autorité. Oui. Pourquoi ? C'est quoi l'autorité ? Influence, toutes les personnes qui sont un peu dans ma niche comme moi te diront qu'ils n'aiment pas trop qu'on dise qu'ils sont influents. Parce qu'en réalité, moi, je ne suis pas là pour influencer les gens. Je suis là pour les aider, leur montrer le chemin, un peu leur frayer la voie. Mais je ne suis pas là pour les influencer. Bien que, oui, par le statut, par le fait que je suis suivie par un bon nombre de personnes, évidemment, ça influence. Mais pour moi, c'est un mot un peu une connotation négative. Je préfère dire autorité parce que l'autorité, c'est ça. Il y a plus un statut qui est plus professionnel, on va dire, pour montrer qu'en fait, si les gens ont envie d'être accompagnés, je suis la bonne personne pour les accompagner. Et par conséquent, ouais, je préfère parler un peu plus d'autorité que d'influence, qui est un métier qui est en déclin quand même. Plus on avance, plus ça se... Parce que justement, il y a eu trop de Tout à supercheries, fait. de mensonges. Quel plaisir de recevoir des gens comme toi, comme Jans, comme Sarah Chalm, ou alors Alice Cat Designer, des gens qui, grâce aux réseaux sociaux, influent, partagent justement cette notion d'éveil, d'aide, d'entraide, de stratégie de communication. Et c'est le travail qu'on fait ici sur Casting Call, c'est transmettre des notions, des ressources, des valeurs pour que chacun puisse s'éveiller. Pourquoi est-ce que les influenceuses ont désormais mauvaise presse ? On pense évidemment à Magali Berda et tant d'autres qui ont finalement utilisé les réseaux sociaux pour du mal, j'ai envie de dire, ou des choses un peu mensongères, ou vendre des choses d'une façon pas très éthique. Mais il semblerait que ça soit rattrapé par cette nouvelle ère. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas trop tard ? Je pense que c'est pas trop tard, mais je pense que le point culminant ici, c'est de se dire oui, arnaquer les gens, ça fonctionne. La vérité, je te le dis, arnaquer les gens, ça fonctionne. Mais ça fonctionne sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis tout se retourne contre toi. Moi, je crois en la balance du bien et du mal. Donc, tout ce que tu fais mal pèse dans ta balance et va un jour revenir dans ta face. Donc, je pense que ce qui est le mieux, c'est de construire difficilement, mais sûrement. C'est-à-dire, tout ce qui est rapide, vraiment, tout ce qui est une expansion rapide, très puissante, etc., ça te revient toujours dessus et c'est pas forcément bien. Ça dure pas. Ouais. Finalement, on dit souvent que Internet c'est dangereux, qu'un enfant avec un iPad c'est comme le laisser nu à minuit dans la rue, que l'accès à YouTube et à Internet c'est extrêmement dangereux. Je le répète, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a cette nouvelle ère d'éveil, d'envie de transmission et beaucoup de femmes, énormément de femmes qui ont pris le pouvoir, des femmes qui incarnent du business tout en étant féminines. On peut être une femme, je pense à Vernis Rouge qu'on aime tant, cette chanteuse, qu'est-ce qu'elle est amère. Parle-moi de ce livre, Faites de vos réseaux sociaux une machine à cash. Quelle a été ton intention première ? Déjà, quand j'ai commencé à écrire ce livre, quand j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, ça m'est tombé dessus complètement par hasard. C'est-à-dire que je venais de rencontrer mon amie Alice, à qui je dois énormément, pour être honnête. Et ça faisait quelques mois qu'on se connaissait. Et tout de suite, elle m'a proposé de me mettre en contact avec son agent, Caroline, avec qui le feeling est très très bien passé, et on m'a tout de suite dit mais ça pourrait être génial que tu fasses justement un livre là-dessus, parce que des livres business avec des gens qui ont mis en pratique,
il n'y en a pas beaucoup. Et on a beaucoup au rayon de chez Cultura ou Leclerc, etc., des gens qui font des livres sur les réseaux sociaux, les algorithmes, etc., qui vous apprennent à faire 10 000 abonnés. Mais ces gens-là n'ont jamais eux-mêmes fait 10 000 abonnés, en fait. Et moi, je suis le parfait exemple de... j'ai réussi à monétiser mes réseaux sociaux. Maintenant, je vais vous apprendre à le faire. Alors évidemment, je le relie un petit peu avec des anecdotes de ma vie que j'ai jamais racontées, qui sont assez précieuses pour moi, mais que j'avais envie de raconter dans ce livre, puisque je sais que c'est mon premier livre et toute ma famille va le lire, donc c'était important pour moi de le mettre. Mais surtout, j'aurais adoré avoir ce livre quand j'ai démarré. J'aurais adoré pouvoir me dire, pour moins de 20 €, j'aurais des connaissances qui n'ont pas de prix. Et pour moi, c'est ces 2 ans et demi là que j'ai passé des nuits blanches, des journées entières à travailler, des 15 heures par jour pour justement tester et essayer d'essorer au maximum les réseaux sociaux pour voir ce qu'il en ressort. Et ben, j'ai mis tout ça dans ce livre pour dire, ok, ben là, vous avez une stratégie en fait clé en main pour pouvoir demain commencer à monétiser vos réseaux sociaux, peu importe la niche dans laquelle vous êtes. Pour tous ceux qui nous écoutent, moi je reçois beaucoup de jeunes filles, d'enfants, d'adolescents. Est-ce que tu leur dirais, comme à un adulte, lance-toi, travaille sur les réseaux sociaux? On a beaucoup d'enfants, je pense à Zoé Closure, qui est très encadrée par sa maman et qui est très présente sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut être sur les réseaux sociaux, une mannequin senior de 65 ans. Tout le monde? Oh, mais une mannequin senior de 65 ans, mais elle percerait sur les réseaux sociaux. Là, demain, elle se lance. C'est justement parce qu'on ne voit pas de profil comme ça qu'elle pourrait percer. Moi, j'ai fait percer en 1 mois mon compagnon plombier sur LinkedIn. Il est passé de 0 à 30 000 abonnés. Il était complètement inconnu au bataillon. Et on l'a fait percer. Il est passé sur Europe 1, 20 voici minutes. un exemple concret. Voilà. Raconte-nous, comment est-il passé de 0 à 33 000 en 1 mois, étape par étape? Pour tous ceux qui nous écoutent, ce moment est précieux. La première chose, c'est qu'il s'est dit, OK, il faudrait que je publie sur LinkedIn parce que je vois que chez toi, ça marche. Donc, il voyait déjà un petit peu le potentiel. Et je lui ai dit, OK, ce qu'on va faire, c'est que je vais écrire ton premier post et on va voir comment ça prend. Le premier post que je lui ai écrit, c'est la phrase d'accroche, c'est quelque chose comme je me lance sur les réseaux sociaux en tant que plombier, même si tout le monde dans mon entourage me dit que ça sert à rien parce que j'ai pas ma place ici, je le fais quand même. Le post fait à peu près 100 000 likes sur LinkedIn. Il fait entre 8 et 9 millions de vues, je crois, en 1 semaine. Ce qui est complètement délirant. Je crois que c'est la plus grosse progression de LinkedIn dans l'ère de LinkedIn. Incroyable. Et là, on se dit, ah ouais, il y a quelque chose à faire. Ce qui signifie le tenter sa chance et la bienveillance. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a réellement, j'ai l'impression, un changement d'air où on aspire à vraiment un peu plus de bienveillance. Et donc, du coup, on continue à faire des posts comme ça. Et en fait, les abonnés grimpent. Donc en 1 mois, il passe de 0 à 30 000 abonnés, ce qui fait quand même 1000 abonnés par jour. Très très vite, il arrive à avoir des médias comme Europe 1, il passe à la radio, il passe sur le journal 20 minutes, il fait plein d'interviews, plein de podcasts. Mais avec quel angle? Qu'est-ce qui les avait intéressés? Justement, ce qui les avait intéressés, c'est tu es un plombier sur un réseau social où il n'y a que des coachs, des consultants, des gens qui sont dans les RH. T'es un peu le vilain petit canard au milieu de tous ces petits canards blancs. Toi, t'es le petit noir Calimero avec encore la coque de l'œuf sur la tête. Et on ne sait pas ce que tu fais là, mais t'as pris ta place. Et les gens adorent, en fait. Et c'est justement pour ça, quand tu me dis une mannequin de 65 ans, etc., je te dis, mais elle exploserait sur les réseaux sociaux. C'est le fait, justement, ta singularité fait que c'est ça qui va attirer les gens et qui va te faire exploser. Et du coup, pour éveiller sa singularité, il faut se défaire de toutes ces injonctions. C'est ce que je dis tout le temps. Ne cherchez pas à ressembler à Nabila. Toutes ces filles qui, malheureusement, veulent ressembler à Nabila. Éveillez votre propre style pour intéresser. Oui. Essayez de ne ressembler qu'à vous, puisque les autres sont déjà pris de toute façon, donc ça ne sert à rien. Il y a donc aujourd'hui encore une place à prendre et vraiment de l'argent à se faire. Tout à fait, ouais. Les réseaux sociaux, c'est pas que, faut pas se dire oui, je vais que monétiser mes vidéos, etc. C'est la visibilité que ça vous apporte. Vous ne savez pas, une personne qui regarde votre vidéo, vous ne savez pas le réseau qu'elle a
et qu'elle peut potentiellement vous ouvrir des portes à des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Donc, il faut aller chercher chaque personne a un réseau et chaque personne peut vous apporter, ne serait-ce que même mettre une pierre, mettre même juste une petite trace de ciment pour créer ce mur-là et pour vous bâtir votre château, votre empire ou même juste votre petite maison si vous rêvez d'une petite maison. Tu es donc coach business. Tout à fait. Est-ce que qui sont tes clients? Comment ça se passe dans ton quotidien? Raconte-moi une journée type. Tu travailles en entreprise, tu travailles avec des particuliers, tu accompagnes des artistes? J'accompagne, il y a des artistes, beaucoup de peintres par exemple, mais j'accompagne surtout les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui ont compris que les réseaux sociaux étaient une carte à jouer aujourd'hui et que les réseaux sociaux, c'est une manière d'être vu par des millions de personnes sans bouger de chez soi. Et de ne pas mettre d'argent aussi, puisque les réseaux sociaux, c'est gratuit de publier sur les réseaux sociaux. Donc j'accompagne des entrepreneurs qui sont un petit peu au début de leur carrière, qui font déjà un petit peu de chiffre d'affaires, mais qui n'arrivent pas à aller au-delà et qui n'arrivent pas à comprendre comment, avec les réseaux sociaux, on peut aller chercher plus. Et donc je leur donne vraiment toutes les clés. Le matin, je me lève vers 10h. J'avoue que je ne suis pas trop du matin. Moi, je suis un petit oiseau de nuit. Je travaille jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin des fois, donc, parce que j'ai ma tranquillité et j'ai rien d'urgent et personne peut me déranger. J'aime bien cette liberté-là que j'ai. Ensuite, je prends ma voiture, je vais au bureau, je sors mon chien, on fait une petite balade avant de démarrer la journée. Et voilà, en général, je bosse, je vais au sport aussi pour pouvoir un petit peu éliminer toutes les toxines qu'il y a dans mon corps et un peu lâcher prise. Et le soir, je rentre chez moi, je cuisine et je mange un bon petit repas. Et la vie simple, en fait, finalement, qui sans artifice, sans tout ce que j'aime, finalement. T'es à ta place. Ouais. Est-ce que tu aurais imaginé, plus jeune, de pouvoir accompagner des gros businessmen, de vivre des réseaux sociaux? Parce que souvent, les réseaux sociaux, on dit oui, c'est superficiel. Finalement, tu incarnes une autre vision, je trouve, et une vision bien plus positive. Et surtout, tu consolidies ce qu'on dit toujours, c'est-à-dire travailler vos réseaux sociaux. On a reçu ici Stéphanie Pilonka, la réalisatrice, qui nous disait « J'ai pris en casting un garçon qui m'avait sollicité via Instagram. » C'est ce qu'on répète, chanteur, danseur, comédien, figurant. Travaillez vos réseaux sociaux. C'est vrai que ça fait un peu peur parce qu'on se dit « Mais je comprends rien. » Moi, la première, souvent mes copines me disent « Ah non, ne poste pas à 20h. » Mais pourquoi pas à 20h? Non, il faut poster à... Donc... en lisant ton livre, on comprend tout ça? Tout. De A à Z, je pars du principe qu'il y a différents types de personnes qui vont lire mon livre. Il y en a qui sont au niveau 1, il y en a qui sont au niveau 8. Et je veux que chacune de ces personnes puisse trouver ce dont elle a besoin dans ce livre. Donc j'ai mis tout mon cœur et toute mon expertise et mon expérience là-dedans. Et même moi, je ne savais pas, il y a 2 ans en arrière encore, qu'on pouvait gagner sa vie avec les réseaux. Je ne concevais pas comment on pouvait gagner de l'argent en faisant des vidéos. Pour moi, c'était flou, en fait. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Et pourtant, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Dans 10 ans, tu te vois où? Dans 10 ans. En fait, mes plans changent tellement au gré de ce que j'ai envie, de ce que je vis. Je me suis fait arnaquer, je me suis fait... Bref, tout ce que je vis, ça participe au fait qu'à chaque fois je change de trajectoire, j'ai pas peur de changer de trajectoire, j'ai pas peur du nouveau, de l'action. Donc je sais pas ce qu'on peut me souhaiter, mais en tout cas du bien. C'est déjà pas mal. Ne pas avoir peur du nouveau, de l'action. Toutes ces femmes qui se mettent à leur compte et qui se lancent dans des métiers de chef d'entreprise, souvent le mot arnaque revient, arnaque. Et pourtant, n'ayez pas peur. Continuez, parce que justement, ces expériences, ces arnaques, elles nous forgent. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu pourrais te faire arnaquer encore une fois? Je pourrais très bien me faire arnaquer encore une fois, mais pas de la même manière.
vraiment pour l'histoire, très rapidement, on m'a arnaqué plus de 70 000 euros. Mais au-delà de ça, c'est ma confiance en soi qui a été touchée aussi. J'ai dû retourner chez la psy parce que j'étais assez traumatisée par les événements. Donc, c'était quelque chose de très difficile. Mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi ça m'était arrivé. Mais il y a 6 mois en arrière, je ne comprenais pas. Parce que je me disais, mais pourquoi ça m'arrive, etc. Alors, pourquoi ça t'est arrivé ? Parce que je devais apprendre quelque chose de cette union. J'avais des choses à apprendre. Cette union, tu parles d'un homme qui t'a arnaqué ? Non, c'est pas une union, amoureuse. Hein. C'est une relation. Une relation de travail. Partenariat, c'est exactement ça. Une relation. Donc de derrière l'arnaque, il y a de la trahison, il y a de la déception, Tout à fait. Et ça peut déstabiliser la confiance et l'estime de soi. Oui. Et comme le phénix, comme l'ave phénix, on renaît toujours de ses cendres. Tout à fait. Laurine, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille qui jouait du ukulélé, de la guitare avec son papa, cette petite fille qui s'ennuyait avec ses parents séparés ? J'aurais dit, fais exactement la même chose que tu devais faire. Ne regrette rien. Même les choses les plus dures de ta vie qui se sont passées, ne regrette absolument rien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à mon âge, j'ai peut-être pas les mêmes centres d'intérêt que les autres personnes de mon âge, mais ce qui fait que je suis épanouie, j'aime ma vie et je suis que de passage, donc je veux en profiter au maximum. Et si je peux apprendre de mes erreurs le plus rapidement possible et le plus tôt possible, c'est merveilleux. Donc je lui dirais juste de faire exactement ce qu'elle doit faire et qu'elle est exactement à l'endroit où elle doit être. Et trouver des solutions toujours. Toujours. Laurine Bémer, infiniment merci pour ce délicieux moment. Et n'oubliez pas, faites de vos réseaux sociaux une machine à cash aux éditions First. Je vais l'acheter direct. À bientôt.